Mais le problème, c'est que les déchets générés par l'utilisation de l'énergie qui a permis le développement de l'humanité, eux aussi, ils impliquent un déclin. Donc là, on était sur le côté activité, et maintenant, c'est le côté passif, c'est-à-dire que cette activité-là, elle a généré des problèmes, elle a fait de la pollution, et que ça a des conséquences. Alors, je ne vous refais pas le problème de l'effet de serre. L'effet de serre, c'est qu'on ajoute une molécule ou quelques molécules dans l'atmosphère qui viennent empêcher quelques rayons de soleil de ressortir dans l'espace, et du coup, c'est une serre, quoi. Bon. Les échanges de chaleur restent sur Terre au lieu de s'évaporer, au lieu de partir dans l'espace. On était à 280 parties par million de CO2 avant l'ère industrielle, on est à 400 parties par million aujourd'hui, peu importe les chiffres, à la limite, si c'est important, mais il faut juste voir que c'est une transformation de l'équilibre atmosphérique assez considérable. Je précise ici 480 parties par million en équivalent CO2, c'est parce que bien sûr il y a d'autres molécules qui provoquent des gaz à effet de serre, en particulier le méthane, mais je ne vais pas trop l'aborder aujourd'hui. Donc nous sommes sous les effets d'un effet de serre depuis quelques dizaines d'années, qui augmente par notre activité. Le réchauffement actuel constaté, c'est de 0,85 degrés, c'est pas beaucoup, hein, en 2015, donc depuis 150 ans. Simplement, il y a d'autres valeurs qui peuvent être problématiques, c'est que de ce réchauffement-là, qui est celui de l'atmosphère, en fait, 93% de cette chaleur-là a été absorbée par les océans. C'est pas un petit peu, hein, c'est 93%. Donc l'essentiel de la chaleur qui est provoquée par l'effet de serre sur Terre est absorbé par les océans. Très grande, l'essentiel, vraiment. Le réchauffement inéluctable qui est prévu par les experts climatiques, c'est 1,5 à 2 degrés. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, là, à partir de maintenant, dans l'élan de ce réchauffement-là, c'est 1,5 à 2 degrés, l'estimation basse, mais on y reviendra un peu plus tard. 0,85 degrés de réchauffement, en fait, c'est pas ça. C'est pas 0,85 de sensation de chaleur brute comme ça pour nous. En fait, sur les terres, parce que les terres ne réagissent pas comme les océans, donc il y a une différence de réaction au-dessus des terres et au-dessus des océans. Sur les terres, en fait, pour 0,85 degrés de réchauffement, on a 1,5 à 2,5 degrés mesurés, déjà. C'est-à-dire qu'il fait plus chaud qu'il devrait faire plus chaud, si vous voulez. Et ce plus chaud-là, il est encore plus valable sur les terres, et en particulier au pôle et en altitude. Alors, pour donc ces 0,85 degrés d'aujourd'hui, qui sont plus que ça sur les pôles et en altitude, on sait déjà que la fonte irrémédiable de l'essentiel des glaces polaires est inéluctable. C'est-à-dire que c'est fait. C'est pas moi qui le dis, parce que je suis plutôt quelqu'un qui adore l'univers du froid et de la glace. Je trouve ça absolument fascinant, donc j'aurais plutôt peur de réaliser ça, mais en fait ce sont des observations NASA, et qui parle clairement d'une débâcle globale, c'est-à-dire que les pôles, d'ici la fin du siècle, la glace polaire pourrait disparaître. Ça, c'est l'illustration de la NASA de la fonte de la banquise au nord, autour du Groenland, depuis 1987. Alors ça, c'est la banquise, celle qui flotte, évidemment, mais ici, là, sur les terres, vous avez aussi beaucoup de glace. Donc celles-ci fondent déjà considérablement. Vous voyez, en fait, les taches blanches, c'est les glaces les plus anciennes. Vous voyez qu'elles disparaissent, elles disparaissent, elles disparaissent. Et sur les terres aussi, les glaces vont disparaître, et en fait, elles disparaissent par en dessous, elles fondent par en dessous. C'est-à-dire que sur les terres, le réchauffement est si rapide par-dessus que ça crée des rivières sur le continent du Groenland, sur les terres, et que l'eau de ces rivières-là traverse la glace et va circuler en dessous et va raviner en fait la glace terrestre. Donc on sait maintenant que même si le réchauffement s'arrêtait idéalement, la fonte va s'auto-entretenir, c'est tout le problème. Donc fonte irrémédiable de l'essentiel des glaces. Pour 0,85 degrés de réchauffement, aujourd'hui, les rendements agricoles sont déjà en baisse. Alors je vous renvoie vers une référence qui, encore une fois, n'est pas des plus alarmistes traditionnellement, même s'ils sont parfaitement objectifs généralement dans leurs articles. Donc Science et Vie, je vous laisserai aller le consulter, c'est une petite interview qui dure 10 minutes, un quart d'heure.
Et il est très clairement montré dans cette interview voilà, que les rendements sont en baisse pour le blé, le riz, le maïs. Et ce qui est intéressant, surtout dans ce petit documentaire, c'est que ce calcul a été fait à l'exclusion de tout autre facteur, c'est-à-dire que les rendements ne sont en baisse que pour la raison du réchauffement climatique. C'est-à-dire que pour 0,85 degrés, ce qui n'est pas grand-chose, on observe déjà une baisse des rendements agricoles. Pour 0,85 degrés toujours, les papillons et les libellules perdent leur couleur. C'est un effet physique, c'est-à-dire que les couleurs chaudes absorbent plus l'énergie. C'est des animaux qui ne régulent pas leur température, donc s'ils ont trop chaud, ils sont moins bien. Et donc ils changent de couleur et ils perdent leur couleur pour avoir des couleurs plus claires qui réfléchissent plus la lumière et pour avoir moins chaud. Donc c'est très peu, 0,85 degrés, mais il y a déjà des effets sur la nature tout à fait mesurables. Le réchauffement, la vitesse de ce réchauffement-là, la vitesse de ce réchauffement jusqu'à aujourd'hui, fait que la forêt amazonienne ne peut déjà plus absorber le CO2 qu'elle avait la qualité d'absorber jusqu'à présent. Et le réchauffement s'en trouve accéléré, ou s'en trouvera accéléré. C'est-à-dire que la forêt amazonienne, on le sait, c'est un puits de carbone. Elle a cette qualité-là d'absorber l'excédent de CO2 qu'on avait émis, mais elle sature. À cause du réchauffement climatique, sa performance à recapter le CO2 est en baisse, voire est en passe d'être arrêtée complètement. Donc forcément, si les puits de carbone se réduisent, le réchauffement sera accéléré. L'acidification des océans, ils sont 30% plus acides aujourd'hui, 30%. Donc ça veut dire que le pH est passé de 8,15 à 8,05. Là aussi, c'est un puits de carbone, les océans nous aident ou nous aidaient à absorber l'excédent de carbone qu'on éjectait dans l'atmosphère. Et la baisse de la capacité d'absorption du CO2, ça provoquera évidemment un réchauffement accéléré. Aujourd'hui déjà, le puits de carbone affaiblit de 70% des océans. Donc, pour en revenir, le réchauffement, il est à 0,85, il s'est maintenu, enfin, il est limité à 0,85 aujourd'hui parce que nous avons bénéficié, entre guillemets, de puits de carbone qui étaient performants. Aujourd'hui, ces puits de carbone-là sont impactés. L'acidification, c'est une extinction massive de la vie, c'est-à-dire que pour une baisse de pH comparable, donc il y a eu des expertises, des études qui ont été faites sur un événement qui est une des extinctions massives de la vie que la Terre a connue, en particulier celle du Permien, moins de 152 millions d'années. Il y a eu une activité volcanique très intense à cette période-là. Alors, les volcans, ils ont fait un peu la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement intenses qu'ils ont sorti du sol les charbons et le pétrole. Voilà. Ils ont brûlé les mêmes choses que nous, on brûle aujourd'hui. Et ils ont envoyé dans l'atmosphère tout un tas de molécules de CO2. Et à l'époque, cette explosion, ces volcans, cette activité volcanique, a donc réduit le pH des océans et a provoqué la disparition de 96% des espèces. Alors, j'ai une valeur à vous donner, mais il faudrait la vérifier. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrite sur le slide. Il est estimé que les émissions dues à ce volcanisme-là de CO2 étaient de l'ordre de 1 à 2 gigatonnes par an. Et que ça, 1 à 2 gigatonnes par an, ça a provoqué l'extinction de 96% des espèces océaniques, 70% des espèces terrestres. Aujourd'hui, les estimations disent qu'on est à 30 gigatonnes par an, pour vous donner un ordre d'idée. Peut-être plus, bref. Alors, aujourd'hui, encore une fois, mes références, ce sont des instituts qui vérifient vraiment leurs données, ils ne communiquent pas n'importe comment. En particulier la NASA, on ne peut pas accuser la NASA d'être particulièrement alarmiste sur le climat, ce n'est pas dans leur intérêt du tout. On les a accusés parfois de vouloir faire de la géo-ingénierie massive, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont, enfin je suis même sûr, ils ont publié des articles en disant que c'était dramatique de s'investir dans la géo-ingénierie. Donc la NASA estime qu'aujourd'hui nous sommes sur la trajectoire d'un réchauffement de 5-6 degrés, peut-être 8 de réchauffement à terme. Alors à terme ça veut dire au-delà de 2100, mais les 4, 5, 6 degrés sont pour la NASA acquis potentiellement à la fin de ce siècle. Voilà, alors ça c'est le tableau que Futura Science a publié. Ce sont les courbes d'estimation du GIEC. Alors nous, on est à peu près ici. Voilà. Donc nos 0,85 degrés, c'est ici. À la fin du siècle,
on serait, donc selon la NASA, le GIEC, etc., probablement ici, à 4 degrés, et plus tard, probablement 6. Alors vous remarquerez, ici, vous remarquerez qu'il y a d'autres courbes qui existent au-dessus. Elles sont parfaitement considérées par la NASA, le GIEC et autres organismes, et elles n'ont pas été éliminées encore. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais disons qu'aujourd'hui déjà, nous sommes sur la trajectoire de 4 degrés et 6 à terme. C'est ça, plus personne ne réfute vraiment ces données-là, malheureusement. Alors, si je vais préciser quelque chose quand même, ces données sont souvent fournies en disant que c'est si nous ne changeons rien. La question de savoir, c'est si nous allons changer, c'est celle-là la vraie question. Alors, le rythme de réchauffement est estimé aujourd'hui, c'est plus 0,25 degrés, puis 0,5 degrés par décennie. Le problème, c'est qu'à ce rythme de réchauffement-là, on a une déforestation massive. C'est-à-dire que ce rythme-là, même si nous, on ne coupe plus le bois, admettons qu'on arrête de couper les forêts, le simple réchauffement, lui, va emporter les forêts par désertification. C'est-à-dire que, comme on l'a vu pour la forêt amazonienne, elle perd de sa capacité d'absorption de CO2, en fait, elle perd de sa capacité à s'autosuffire et à subsister, et elle est déjà en train de ne plus pouvoir se pérenniser. Et le réchauffement lui-même, à cette vitesse-là, c'est la désertification de... Alors, c'est pour ça que je disais au début, les nouvelles ne sont pas bonnes. Effectivement, si ces courbes-là sont vérifiées, les forêts pourraient disparaître, en quasi-totalité, de la Terre. Alors, contrairement à ce qui est dit, 2 degrés de réchauffement, ça n'a jamais été un seuil de sécurité. C'est une valeur qui a été plus ou moins récupérée politiquement. On se questionne sur la source à l'origine de cette valeur-là, mais je ne crois pas qu'un climatologue rigoureux ait jamais assuré et garanti que 2 degrés de réchauffement, c'était une valeur de sécurité pour pérenniser à la fois l'humanité, son développement et la vie sur Terre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le 4 mai 2015, une réunion du GIEC, de l'ONU, de l'Organisation météorologique mondiale et du Hadley Center, donc des grands organismes, considère déjà qu'à partir de 1,5 degré de réchauffement, le changement climatique devient non linéaire, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus rien. Et qu'on ne peut plus rien prévoir et qu'on entre dans des effets globaux irréversibles, c'est-à-dire par exemple que si on considérait qu'à un certain seuil de réchauffement, c'était quelques espèces qui disparaissaient, en fait, au-delà de 1,5 degré de réchauffement, ce sont des biotopes entiers qui disparaissent, et on en revient à la disparition des forêts. Même si on ne fait plus rien sur la nature, le simple réchauffement la fera disparaître, en grande partie, pour l'essentiel. L'inertie climatique, c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à intégrer, parce qu'on ne s'y est pas intéressé, et pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, mais même les experts, les scientifiques ont du mal à parler. On a très peu de données sur l'inertie climatique. Nous ne pourrons pas éviter un réchauffement d'au moins 1,5 degré, quoi que nous fassions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on émet une quantité de CO2 dans l'atmosphère met un certain temps à réagir. Toute la chaleur qui réchauffe cette serre n'apparaît pas comme ça immédiatement. Et en fait, pour un taux de CO2 qu'on ajoute dans l'atmosphère, il faut à peu près 40 ans pour que toute l'atmosphère intègre cette chaleur-là. 40 ans, c'est la valeur basse. Alors basse, non, mais c'est la valeur à partir de laquelle la chaleur est présente. Mais ça ne veut pas dire que tous les effets ont été intégrés par la biosphère. C'est-à-dire, par exemple, que la chaleur est là, mais les océans, ils n'ont pas fini d'évoluer en réaction à cette chaleur-là. C'est-à-dire que l'inertie climatique, c'est 40 ans pour que la chaleur soit là, certes, mais en fait, les effets globaux sur la biosphère s'étendent sur des dizaines, peut-être des centaines d'années après. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2015, le réchauffement que nous constatons de 0,85 degrés, c'est celui qui est dû à un taux de CO2 qui est celui de 1975, en gros. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a des inquiétudes pour le climat qui sont, d'ailleurs, on constate qu'il se passe des choses. Enfin, il y a des phénomènes extrêmes. En Australie, l'an dernier, il a fallu ajouter une couleur sur les bulletins météo parce qu'il faisait trop chaud, exceptionnellement. Il a fallu mettre du mauve parce qu'on atteignait les 45 ou 50 degrés. Il a fait 50 degrés en Inde il y a quelques semaines. Et c'est très peu, 0,85 degrés.
Et ça correspond à ce que nous avons fait, ce que l'animation de nos sociétés a fait en 70, en 75. Ça veut dire aussi qu'en 2015, le taux de CO2 qui est de 400 parties par million, la chaleur qui est déjà obligatoirement impliquée en réaction à notre taux de CO2, ce sera celle qui sera là en 2055. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous arrêtons complètement d'émettre du CO2, le taux de CO2 de 400, quoi que nous fassions, va réchauffer dans une proportion considérable et nous faire dépasser le fameux seuil des 1,5, voire des 2 degrés. Quoi qu'on fasse. C'est ça la question de l'inertie climatique. Voilà, les estimations des 2 degrés de dépassement sont aux alentours de 2040. On arriverait très rapidement à 2 degrés de réchauffement. Donc on l'a vu, 0,85 degrés, c'est déjà beaucoup plus sur les terres, un peu plus, c'est le double à peu près. C'est pareil pour plus 2 degrés. Plus 2 degrés, ça veut dire qu'il fera 4 degrés de plus sur les terres. 2 degrés donc en 2040, il fera 4 degrés de plus dans notre environnement à nous, en moyenne. Si effectivement on atteint les 4 degrés, comme manifestement les plus grands organismes l'attestent, on aura des pics à plus 10 degrés, probablement même une moyenne à 6-8 degrés supérieure à aujourd'hui. C'est presque inimaginable en fait. D'accord ? À plus 2 degrés, on sait déjà qu'il y aura 30% de baisse des rendements agricoles. À plus 4 degrés, on aura une baisse de 60%, etc. Pour l'anecdote, la compagnie Shell est déjà inquiète de ça. Encore une fois, là, on ne peut pas les targuer d'alarmisme et de travailler pour leur intérêt propre, parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt à annoncer le réchauffement climatique à ce point-là. Et aussi pensent qu'on sera sur 4 degrés et 6 degrés à terme. Ce sont des documents internes qui circulent au cœur de la compagnie et qui ont été révélés par The Guardian, qui est vraiment le magazine mainstream, pourtant voilà, très acheté dans le monde, qui est le plus actif sur la question climatique. Alors, dans quel modèle intégrer tout ça, toutes ces données un peu inquiétantes ? En 1971, le Club de Rome, donc, qui est un groupement d'experts, de fonctionnaires, de scientifiques, de gens de bonnes intentions et bienveillants, ont commandé au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology, un rapport qui posait cette question-là. Quelles sont les perspectives d'évolution de nos sociétés ? Point. Quelles sont les perspectives d'évolution de nos sociétés en fonction de différents facteurs, la pollution, les ressources, la démographie, le niveau de vie moyen des gens, etc. Les courbes sont les mêmes depuis 50 ans, 40 ans, etc. Ici, vous avez donc les courbes estimées en pointillés, vous avez les courbes passées et celles qui ont été vérifiées, si vous voulez, par l'histoire. Ici, donc on constate déjà que l'histoire a montré qu'ils étaient plutôt sur la bonne route, sur la route en tout cas que nous suivons. Ce modèle a été vérifié évidemment par d'autres instituts indépendants, notamment Melbourne en Australie en 2014. Et pour l'anniversaire, donc en 2012, une nouvelle version du livre a été écrite, donc le rapport Meadows, et qui confirmait malheureusement que toutes les courbes étaient valables. Et ici, vous voyez que nous sommes aujourd'hui à peu près sur un plateau, donc le plateau de l'économie, le plateau des ressources. Donc pas le plateau des ressources, mais l'affaiblissement des ressources est confirmé. Et globalement, les courbes finissent par toutes chuter. Alors ça, c'est vraiment un graphique qui n'est pas très agréable à regarder. C'est-à-dire que vous avez la population, vous avez le niveau de vie et vous avez effectivement la pollution qui diminue elle aussi, parce que quand on a moins d'activité, on pollue moins forcément. Et il est écrit clairement, en 2030, la population décline après un effondrement économique. Voilà, c'est un peu le sujet de la conférence de ce soir. C'est-à-dire que nous sommes en crise. On a vu que le pic pétrolier, ça avait probablement impacté la crise de 2008, ou généré la crise de 2008. Aujourd'hui, on atteint le pic tout pétrole, donc on a du mal à maintenir notre activité, et le climat change, les ressources disparaissent, et forcément, ça va avoir un impact sur notre niveau de vie et l'ensemble de nos sociétés.